Bonjour à toutes et tous. Si je vous dis transition énergétique, vous me direz qu'on n'entend parler que de ça. Eh bien oui, mais en Martinique, on n'a pas encore exploré toutes les alternatives aux énergies fossiles. Que savons-nous par exemple de l'hydrogène? Elle est propre, elle est sûre, elle est partout autour de nous en quantité illimitée. Il s'agit donc d'une vraie énergie renouvelable. Chez nous, Sarah, la raffinerie des Antilles-Guyane, veut initier la création d'une filière hydrogène. Elle exploite déjà cette énergie pour ses usages internes. Bonjour Olivier Cotta. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Sarah, la raffinerie des Antilles-Guyane. Nous allons évoquer dans quelques instants vos projets autour de l'hydrogène. Parlons d'abord de l'entreprise que vous dirigez. Comment se porte Sarah? Sarah se porte bien. Sarah est fière d'être toujours là, en plus, aussi bien sur son cœur de métier que sur l'examen et la proposition de fourniture d'énergie alternative et pour le futur. Et puis vous venez de gagner un Tour d'Éole, ça On ça est compte. fiers d'être champion du monde, oui. Oui. Combien de salariés compte Sarah aujourd'hui? Un peu plus de 300, entre 300 et 350. Je n'ai pas le chiffre exact puisque ça varie au jour le jour. Sur les trois territoires. Sur les trois territoires. Ça, ce sont ce qu'on appelle les employés organiques, qui sont, et un peu plus de 600 autour avec les entreprises sous-traitantes. Alors, les énergies fossiles sont pointées du doigt depuis longtemps, mais particulièrement ces derniers mois avec à la fois le réchauffement des températures et puis la nécessaire transition énergétique. Le pétrole que vous exploitez en fait partie. Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, qu'on a fait des progrès, notamment dans la propreté, on va dire, des carburants? Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une question de responsabilité. On est une entreprise responsable et en plus, on doit adhérer, nous avons décidé d'adhérer à la stratégie nationale bas carbone, SNBC. C'est la stratégie nationale adoptée par la France pour s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sarah y adhère et s'est engagée à réduire de 30% à l'horizon 2030 ces émissions au cœur de la raffinerie et des dépôts. Alors, vous achetez du pétrole que vous transformez en carburant. Vous l'achetez où, ce pétrole? Ça dépend. En fait, on cherche un pétrole, excusez-moi, avec des normes très particulières, puisqu'on doit produire aux normes européennes ensuite les carburants. Donc, il faut que ce pétrole contienne peu de soufre. Donc, c'est surtout cela qu'on demande. Donc, il vient en général de mer du Nord, mais il peut venir d'autres régions du monde, pour autant que le pétrole réponde à ces exigences. À un moment, vous avez acheté du pétrole au Venezuela ou Je sais qu'il y a eu une époque où effectivement il y avait un puits un puits de pétrole qui permettait de produire du pétrole faiblement soufré. Et bien sûr, pourquoi s'en priver? Il y avait environ 4 à 5 jours de différence en termes de transport maritime, donc on l'a fait, oui. Alors, le prix du baril a considérablement augmenté ces derniers mois. De quel ordre a été la hausse pour vous? Écoutez, je vais donner juste un ordre de grandeur, c'est que quand on parle beaucoup du prix du baril de dollars, puisque du baril de pétrole, puisqu'il s'exprime en dollars et en barils, il était environ entre 40 et 50 dollars le baril l'année dernière, avant la flambée, avant la crise de l'Ukraine. Il est monté jusqu'à 120 dollars et aujourd'hui, il est autour de 90, entre 90 et 100 dollars. Donc c'est conséquent. Donc pour vous, le delta est le même, quasiment du 100% d'augmentation? Ah oui, tout à fait, puisque c'est encore une fois, et c'est la beauté en fait, aussi indécent que ça puisse paraître, puisque c'est pas facile de le dire, puisque le prix des carburants a considérablement augmenté, mais on n'a fait que réaffecter cette augmentation du prix du baril. La rémunération et le prix des carburants sur la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont articulés autour d'un modèle qui est régi par l'État et qui permet de contenir et d'éviter l'explosion du prix. Donc Sarah, par exemple, dans le prix de l'essence, sa rémunération, ce qu'on touche dessus, c'est 3 centimes du litre, pas plus. Est-ce que vous avez constaté ces dernières semaines un changement de comportement de la part des automobilistes, je veux dire notamment au niveau de la consommation de carburant? Est-ce qu'aujourd'hui, ils achètent moins de carburant en Martinique et aux Antilles-Guyane? Alors, c'est très difficile à dire puisqu'on a eu l'effet Covid au milieu, oui, tout à fait, avec une chute terrible. Donc quand on se compare à 2019, effectivement, sur 2 territoires sur 3, on a retrouvé à peu près les mêmes degrés de consommation. On constate par contre une légère baisse sur le diesel.
Hein, mais on l'attribue plutôt à des ventes également sur des véhicules hybrides essence. Donc c'est ce qu'on constate, mais on ne voit pas de franc changement encore. Alors à Sarah, vous préparez aussi votre transition énergétique, hein, puisque l'utilisation du pétrole comme source d'énergie est censée sensiblement diminuer, notamment jusqu'en 2030, et ensuite progressivement disparaître. Vous avez d'ailleurs organisé des ateliers sur l'hydrogène le 8 novembre. Est-ce une alternative aujourd'hui crédible pour la Martinique ? C'est une des alternatives, oui, crédible. Je crois qu'il faudrait commencer par le commencement en disant qu'aujourd'hui, on a une énergie fossile qui existe depuis très longtemps maintenant, qu'on sait extrêmement bien manipuler et qui permet de tout faire. Et c'est ça la problématique. C'est que maintenant, pour remplacer ou face à ce problème de réchauffement climatique, il faut trouver d'autres sources, d'autres voies, d'autres alternatives, et qu'une seule source d'énergie ne permettra pas de compenser la perte du fossile, du carburant fossile. Donc ou il faudra raisonner en termes de mix. Il faudra trouver un mix énergétique. Il y aura en partie dans les vecteurs énergétiques de l'électricité, mais l'électricité est produite à partir de différentes sources d'énergie. Mais on peut utiliser aussi de l'hydrogène. Il faut penser à différentes sources suivant les usages. Et c'était bien l'objet des ateliers de la semaine dernière, effectivement. Alors pour mieux décrire l'hydrogène, il s'agit d'un vecteur d'énergie. Ça veut dire que c'est une énergie à part entière. Tout à fait. Et on la trouve quasiment partout. Oui, tout à fait. On la trouve partout et le grand dilemme, c'est que par contre, elle est très difficile à isoler. Et cela coûte très cher aujourd'hui. Mais ça coûte très cher parce qu'on ne cherche pas à le faire en grande masse, puisqu'aujourd'hui, on produit du carburant beaucoup moins cher. C'est toujours la même chose. À un moment donné, produire des véhicules électriques, par exemple, ou faire de l'électricité, ça coûtait très cher. Et plus on a augmenté la production, et plus on est rentré dans des domaines d'acceptabilité en termes de vente de produits à vocation électrique. Ça va être la même chose pour l'hydrogène. Il faut donner un petit peu de temps. Il y a un petit peu de retard à l'allumage, je dirais. Mais ça va venir, ça va baisser. Aujourd'hui, vous produisiez déjà de l'hydrogène à Sarah. Comment ? Alors, on a effectivement ce qu'on appelle de l'hydrogène fatal, c'est-à-dire que dans notre processus de fabrication, on produit de l'hydrogène à côté des carburants, puisqu'on reçoit du pétrole brut, on le transforme, et au milieu de cela, on dégage dans le pétrole brut, il y a de l'hydrogène, on isole cet hydrogène qu'on récupère pour nous permettre d'améliorer et de répondre aux spécifications des carburants européens, c'est-à-dire très peu soufrés, pour protéger la planète également en termes de pollution. Et il se trouve qu'en faisant cela, on produit un excédent d'hydrogène. Donc aujourd'hui, on dispose d'excédents d'hydrogène que l'on pourrait utiliser à d'autres fins. Donc là, on s'inscrit vraiment dans de l'éco-circularité, dans de l'écosystème énergétique, puisque plutôt que de le jeter ou d'en faire n'importe quoi, on produit de l'hydrogène. Cet hydrogène n'est pas gris, il n'émet pas de gaz à effet de serre, puisque les gaz à effet de serre sont émis par les carburants qu'on produit, donc autant en profiter. Comment est-ce que vous l'utilisez, cet hydrogène, en fait, cet excédent d'hydrogène? Comment est-ce que vous l'utilisez? Cet excédent d'hydrogène, donc, d'une part, il sert à nos usages en termes de raffinage. Et deuxièmement, c'est une première mondiale, hein, donc dont la Martinique peut être fière. On a une pile à combustible qui permet de récupérer cet hydrogène, qui est purifié et qui est transformé en électricité. Aujourd'hui, on teste, on doit le basculer sur le réseau électrique. Mais aujourd'hui, comme on est encore en situation, ce que j'appelle de tropicalisation, c'est le grand enjeu, parce que on sait faire beaucoup de choses dans l'Hexagone, mais aujourd'hui, on craint un peu de venir faire ces tests en milieu plus contraint. Donc aujourd'hui, on a la chance de le faire. Ça fait partie de notre mission. On le fait, on le teste. Et ce qu'on est en train de faire également, donc d'une part, c'était production d'électricité, stockage d'hydrogène, puisque ça, c'est très, très intéressant également, c'est que l'électricité, par d'autres voies, est souvent un vecteur intermittent, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas de cette électricité tout le temps, le solaire, l'éolien, qui sont d'excellentes sources, mais aujourd'hui, on ne peut pas en disposer tout le temps. L'avantage de l'hydrogène, c'est que ça peut être stocké et retransformé en électricité. Donc, en cas de séisme, je touche du bois, ou en cas de cyclone, vous disposez là d'un formidable vecteur de stockage qui permet ensuite de reproduire immédiatement de l'électricité, de reproduire un carburant pour pouvoir rouler, qui permet de relancer des data centers pour Internet également. Je crois même qu'en Guyane, il y a des projets pour alimenter des villages isolés, par exemple. On est tout à fait d'accord. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de remonter une partie du Maroni, entre Maripasoula et Grand Santi. On a découvert
contraire, on a pris conscience de certaines problématiques des zones enclavées, effectivement, où on est en France, mais on ne bénéficie pas des avantages de la France. Vous avez mené une enquête sur Internet auprès de tous les volontaires qui ont répondu, qui montre que malgré tout, il y a toujours cette appréhension, cette crainte de l'hydrogène explosif, on va dire. Est-ce que c'est encore fondé aujourd'hui? Non, ce n'est pas vraiment fondé. C'est comme si on disait que, bien sûr qu'il faut, nous sommes entreprise Seveso, responsable, donc produire l'hydrogène, ça peut être dangereux, mais comme raffiner, ça peut être dangereux. Le solaire, c'est dangereux aussi. L'électrique aussi, ça peut être dangereux. Il n'y a qu'à voir les problématiques sur les navires qui transportent les véhicules électriques. Tout ça, en fait, est régi par des règles et une réglementation extrêmement stricte. Et c'est pour ça qu'on est forcé d'agir en tant qu'acteur responsable. Mais ensuite, une fois que les véhicules, par exemple, on va parler des véhicules, sont mis à disposition, vous pensez bien qu'ils ont été approuvés après des normes draconiennes. Vous pouvez aller sur YouTube, vous verrez des crash tests qui sont impressionnants avec des véhicules hydrogène. Il n'arrive rien. Alors la France a lancé le plan hydrogène 2030. Oui. Dans ce cadre, France Hydrogène, donc aujourd'hui, a en charge, je dirais, la création d'une véritable filière française. Vous avez ce projet avec France Hydrogène pour la Martinique. Comment est-ce que les choses peuvent se mettre en place au niveau de cette filière? En réunissant tous les acteurs de la chaîne. Et c'était la volonté de ces ateliers, en fait. C'est pas de dire Sarah va tout proposer. Non, c'est pas. Ouais. Sarah est au service. On a la chance d'avoir une entreprise qui est là depuis 50 ans, un industriel, en disant maintenant, mais ce n'est pas à l'industriel de définir ce qu'il faut pour le futur, c'est aux élus. C'est pour ça qu'on a invité également et qu'on a proposé aux élus et qu'on l'a fait en partenariat, en fait. On a demandé aux acteurs institutionnels également, à l'ADEAL, qui est l'organisme qui gère la réglementation, à l'ADEME, qui nous aide à voir comment utiliser, comment bénéficier des subventions également, mais également des différents acteurs de la chaîne, parce que ça c'est bien beau de produire de l'hydrogène, il faut pouvoir l'utiliser. Oui. Donc il faut qu'il y ait des concessionnaires, il faut qu'il y ait des vendeurs de batteries, par exemple, et tous ces gens étaient réunis autour pour pouvoir définir de quelle manière on se met autour d'un puits et qu'on creuse tous ensemble le même puits. Alors l'ADEME a justement présenté un panel des projets autour de l'hydrogène outre-mer. La Guyane et la Guadeloupe, pour ne parler que d'elles, sont en avance sur la Martinique. En Martinique, il y a des micro-projets, on va dire, et notamment j'ai relevé celui du lycée Schellcher qui souhaite alimenter une navette pour transporter son personnel à base d'hydrogène. C'est ça, enfin, qui serait en fait propulsé par de l'hydrogène. Tout à fait. Alors, on est à la fois en retard et pas en retard, puisqu'on a quelques projets qu'on a soumis à la PPE, mais on a encore soumis d'autres projets. La programmation pluriannuelle de l'énergie. Excusez-moi, oui, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui régit en fait le plan de développement et de transformation des énergies sur la Martinique, par exemple. C'est le PPE de la Martinique, et à l'initiative de la CTM et, encore une fois, de l'ADEAL également. On s'inscrit là-dedans, mais à côté de ça, on mène des projets. On a un projet en cours de développement en Martinique pour produire près de 240 tonnes d'hydrogène, ce qui est conséquent, donc à horizon 2025. Et à côté de cela, oui, on a des petits projets, mais on a des projets en cours de développement, effectivement. Quand on parle filière, on pense aussi formation et emploi. Oui. Vous vous êtes rapproché, je suppose, de l'académie pour faire un inventaire de ce qu'il serait possible de faire? Bien entendu, et c'est tout le sujet, c'est que... Je l'ai abordé précédemment, Sarah s'inscrit dans une mission. On est au service de. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais on est au service de. On a la chance d'avoir une taille relativement importante à l'échelle de nos territoires pour dire, écoutez, c'est à nous, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité également d'assurer de la formation, de l'embauche, de l'employabilité. On a des métiers extraordinaires et France Hydrogène en a adressé un panel, d'ailleurs lorsqu'ils étaient là, ils n'ont pas soupçonné, ils sont loin d'avoir imaginé la quantité folle de domaines et de métiers qui vont se créer. Et l'intérêt, excusez-moi, juste un point supplémentaire, par exemple, l'hydrogène, quand vous allez, on parle que de voitures, si vous allez charger une voiture, refaire le plein d'une voiture, il vous suffit d'aller dans une station-service, c'est un pistolet comme un autre, donc les métiers sont préservés, et il faut 3 minutes pour refaire le plein. Oui. J'ai parlé de l'Académie de Martinique, mais il y a aussi les chambres consulaires, notamment la chambre de métier, qui peut effectivement également s'impliquer dans la formation. À quelle échéance on peut envisager le véritable démarrage d'une filière hydrogène dans la Martinique? Vous avez parlé de 2025 pour certains projets. C'est dans 2 ans quasiment. C'est dans 2 ans. On a un grand programme qui s'appelle 2030, c'est maintenant,
parce qu'encore une fois, des grands projets à l'échelle industrielle, il faut environ 4 ans pour les mettre en place. C'est pour ça qu'on a dit 2030, c'est ni trop près ni trop loin. On fait un projet, on doit l'affiner, on s'est un peu trompé. On a le temps d'en faire un deuxième pour arriver à quelque chose, à se structurer. Donc c'est tout ça l'ambition. Donner des dates exactes, c'est très compliqué. Ouais. Merci Olivier Cotta. Quelque chose à ajouter concernant la filière hydrogène? Non, on y croit et puis on compte sur tout le monde pour y aller. On va suivre de près donc l'évolution de cette filière. Et puis on rappelle que vous avez aussi une autre énergie renouvelable qui fonctionne très très bien à Sarras, c'est l'Aiol. L'Aiol Autodistribution Sarras Énergie Nouvelle, oui. Grâce à laquelle vous avez gagné le Tour des Yoles 2022. Et elle ne fonctionne pas à hydrogène, celle-là. Oui. Merci beaucoup, Olivier Cotta. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Zitata. Très bonne soirée ou très bonne journée.